On part sur le minage, parce que pour faire vivre tout ça, il faut des mineurs, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, dans l'or aussi d'ailleurs. Et oui, et on va avoir un beau parallèle. Donc le principe du mineur, c'est celui qui va sécuriser le réseau. Et vu qu'on est sur de l'actif de valeur, la sécurité là-dedans, elle est primordiale. On le voit avec les clés. On le voit, c'était quasiment les premières questions qui sont arrivées. C'est comment est-ce que je fais pour... où est-ce que je mets tout ça? Et ben, la sécurisation, elle commence aussi par la blockchain et la validation des transactions associées à la blockchain. Alors, juste brièvement, tu disais on ne parle pas du tout de blockchain, mais si je ne parle pas de blockchain, je ne peux pas parler de minage. Donc, il faut vraiment que je le présente à minima. Partons sur un livre de compte classique, 1954 pour celui-là. La blockchain, c'est la même chose, développée à partir de transactions qui vont être écrites dans des livres. Chaque personne qui possède une valeur va pouvoir l'envoyer à une autre personne. Cette information va être notée. Et une fois que toutes ces informations sont notées, on va demander à un algorithme, c'est là que l'informatique et les mathématiques rentrent en jeu, de transformer la totalité de ces transactions en une valeur, un chiffre, qu'on appelle un hash. On va hasher, et c'est là que le mineur va devoir travailler. Et il va noter, il va tamponner, il va marquer le deuxième livre, donc avec toutes les nouvelles transactions, et il va les associer dans le bloc 2 de cette nouvelle blockchain qui est en train de se créer. Donc là, ce sont des livres. On va continuer, ainsi de suite. Les informations vont être associées. Et donc là, on a plein de livres comme ça qui vont se mettre en place. Et bien la blockchain, c'est exactement ça. C'est cette idée de noter des transactions. Pendant 10 minutes, la totalité des échanges se fait dans le monde. Tout le monde s'envoie des bitcoins. Et au bout d'un moment, il y a la trace de toutes ces transactions qui va être transformée en un hash. Et ce hash va être écrit sur le bloc 2, celui d'après. Et on continue pendant 10 minutes à transformer toutes ces informations, à les hasher, et ainsi de suite. Alors le gros intérêt de ce système de blockchain, c'est que tout ce qui a été fait à cet endroit, quand on disait tout à l'heure qu'un bitcoin était unique, si le bitcoin était présent ici, il a été échangé entre deux personnes, il ne peut pas être rajouté ailleurs dans la blockchain parce qu'il a été défini dans ce bloc-là, qu'il a été échangé entre ces deux personnes. Ce bloc-là, si c'est toujours ces deux personnes qui le possèdent, c'est écrit grâce à ce hash. Donc la petite info qui est là reprend la totalité des infos qui est là. Si on change n'importe quelle information ici, le hash change, cette information change. Résultat, on a changé la blockchain et on a perdu l'origine et on a voulu pirater le système. Et pour pas que ça se déroule, et ben là vous avez les mineurs, c'est eux qui font le boulot. Les mineurs, ils interviennent dans ce travail toutes les 10 minutes. Ils emploient des machines, alors j'en ai amené une là qui ne fait pas du bitcoin, mais il y en a une plus petite qui peut en faire. Donc le mineur, il va faire ça. Il va d'abord, ah oui, c'est un truc à savoir, la plupart des utilisateurs connaissent Bitcoin, il n'y en a pas beaucoup, la plupart ne font pas de minage. On l'a vu tout à l'heure, on était 3 à lever la main. Pourquoi? Parce que c'est difficile à générer des profits. C'est plus ou moins vrai, ça dépend évidemment de la valeur des monnaies qu'on va miner. Et ça demande, et c'est là que ça peut être un souci, ça demande énormément de puissance de calcul, vu qu'on tourne sur des matériels informatiques, donc ça demande de l'énergie, de l'électricité. Et c'est en ça que ça peut être compliqué de faire ça chez soi ou autre. Voilà. Mais ça se fait quand même, et il y a des entreprises, maintenant c'est devenu à l'état industriel, notamment pour le Bitcoin, le minage. Ce minage, c'est ce qu'on appelle la preuve de travail. C'est en ça que le Bitcoin devient sécurisé. Je vais demander à mon ordinateur de calculer un algorithme de hachage, ça s'appelle SHA-256 pour son petit nom. Et ça va être difficile à faire, ça va être coûteux en temps, mais le résultat que je vais produire va être très simple à vérifier. Et pour ça, vous avez un exemple qui est parfait, c'est le sudoku. Si je vous demande de faire ça, on va mettre énormément de temps. Si chacun d'entre nous, on bosse là-dessus, ça va mettre du temps. Au bout des plus rapides, une demi-heure, vous commencez à avoir un sudoku qui va se former. Et puis le premier qui va gagner le sudoku, tac, on va l'arrêter, on va dire ouais, toi, vas-y, on regarde. Et nous, on va tous regarder. Et puis on va se rendre compte que ouais, il a raison, ça marche. Puis on va mettre quelques secondes à le vérifier. Par contre, il leur a mis du temps à le faire. Et ben, ce temps qu'il leur a mis à faire, c'est ce qu'on va demander à un mineur de montrer qu'il a mis du temps, il a mis une certaine quantité de travail pour valider ce travail justement. Et tous les autres peuvent le vérifier en 2 secondes.
celui-là il est juste, c'est clair. Celui-là il n'était pas facile à définir. Et ben, le mineur il fait ça, mais il fait ça à partir des informations qu'on a vues tout à l'heure. Il prend les informations, ce qu'on appelle le hash, alors ça devient un petit peu technique, je vais très vite, hein, mais il prend le hash du bloc d'avant, donc la signature de tout le bloc qu'il y avait avant, donc toutes les transactions. Donc la personne qui avait envoyé, tout ça c'est réglé. Tout le monde sait que les bitcoins appartiennent à chacun. Puis, toutes les transactions qui ont eu lieu pendant les 10 minutes, donc là c'est toutes les transactions des 10 minutes, ça équivaut environ à 1000, 1500, des fois 2000 transactions. Et il rajoute, alors je ne vais pas rentrer dans les détails, mais le petit nonce. Alors le nonce c'est quoi? C'est une petite valeur que chacun va tester. C'est vous qui allez griffonner sur le bord du sudoku et vous faire vos petites remarques en disant ouais là si je mets un 7 alors là je le barre, etc. etc. On sait faire, on voit à quoi ça ressemble. Bah, le nonce c'est un peu ça, c'est-à-dire on va prendre des valeurs et on va les tester. Et on va les tester avec la fonction de hachage. Et là on va faire travailler des machines. Alors celle-ci j'en ai pas amené, parce que c'est des machines qui coûtent relativement cher. Et qui vont elles faire ce travail de minage, donc de recherche de valeurs exactes. Et une fois qu'on va trouver la valeur exacte, donc il y en aura un qui aura levé la main au bout de 10 minutes, il va dire ça y est, moi je l'ai, c'est celle-là. Et tout le monde va dire au bout de 10 minutes, ok c'est bon, tu l'as trouvé, on arrête. Ce que tu as trouvé, ce hash, ça devient le hash du bloc qu'on a tous travaillé pendant 10 minutes. Résultat, ce hash qui était celui de l'ancien bloc va devenir le nouveau hash qui va rentrer dans la future bloc, donc le bloc n plus 1. Et puis toutes les transactions vont recommencer pendant 10 minutes. D'accord ? Et là vous allez me dire, ouais mais si on est plein à chercher, parce que là on est 30 dans la salle, si on demande à toute la ville de Tours de bosser dessus, sur mon sudoku, on va peut-être aller plus vite. Il y a peut-être des petits génies qui vont me faire mon sudoku en 4 minutes. Parce qu'on a ramené plus de matière. Donc, eh ben, on va complexifier le système en augmentant la difficulté. D'accord ? Et c'est en ça que le nonce et la difficulté vont permettre de ramener des mineurs, donc il y en aura de plus en plus, mais ça restera quand même à valider toutes les 10 minutes. D'accord ? Et ça, c'est le principe de Satoshi Nakamoto, là, quand il a développé le protocole Bitcoin. Il a défini que toutes les 10 minutes, il devait y avoir un bloc qui soit réalisé. Au début, il était tout seul avec son ordi dans son garage, on l'imagine, ou pas, hein, où ils étaient peut-être 50 dans un bureau sombre, je ne sais pas. Donc quand ils ont développé, ou quand il a développé son système, eh ben, il avait son ordi tout seul dans un coin, qui minait toutes les 10 minutes, aucune transaction parce qu'il n'y en avait pas, mais il faisait son petit sudoku tout seul. Et puis aujourd'hui, eh ben, vous avez des centaines de milliers de machines qui font ce boulot pour valider toutes les transactions qu'on a à travers le monde. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on fait ça quand on est mineur? Parce qu'il y a une récompense, il y a quelque chose qui nous intéresse derrière. Ce qui nous intéresse, c'est le bloc reward. C'est-à-dire que celui qui va avoir résolu le sudoku au bout de 30 minutes, celui qui va avoir trouvé au bout de 10 minutes, eh ben lui, il va avoir 12,5 bitcoins. Alors là, ça commence à être intéressant, sachant qu'au début, il en avait 50. Puis 25, puis 12,5, puis 6, et comme ça, on va descendre en quantité. Donc divisé à peu près tous les 4 ans. Donc là, c'est pour 2020, la prochaine division. Et il va également toucher les transactions, les frais de transaction, parce qu'à chaque fois que vous allez envoyer un bitcoin sur ces 10 minutes, vous allez payer des frais, et ces frais vont être donnés aux mineurs. D'accord ? Donc ces frais, ils peuvent être entre 0 jusqu'à, au mois de décembre, quand il y avait du mouvement dans tous les sens, ça allait jusqu'à 2 bitcoins, 3 bitcoins par bloc. Donc là, ça devient intéressant. Et vu que ces frais de transaction rémunèrent, au bout d'un moment, ce que disait Julien tout à l'heure, le nombre de bitcoins est limité à 21 millions. On ne touchera jamais, mais 21 millions. Ça arrivera en 2140. On a le temps. Sauf que l'inconvénient, c'est qu'il n'y aura plus de block reward. Vu qu'il y a 21 millions de bitcoins, comment on fait ? Eh ben, on rémunérera les mineurs juste avec les frais de transaction. Et vu qu'on imagine qu'en 2140, un bitcoin vaudra presque $1 million, les frais de transaction, ça reste toujours intéressant. Voilà. En fait, il y aura toujours des blocs, mais c'est juste qu'il y aura... Ah oui, il y aura toujours des blocs, mais il n'y a plus de block reward. Il n'y a plus de récompense de... Il n'y a plus de récompense. Ça sera ridicule par rapport aux transactions, en fait. Tu gagneras plus grâce aux transactions qu'avec le block reward. En fait. Ouais, mais au bout d'un moment, il s'arrête le reward. Ouais, en fait, tu divises toujours par 2. Donc après, tu arrives à 0,00000. Ouais. Ouais.
Il y en a toujours, il y en aura toujours. Et excusez-moi, quand vous Oui. dites la découverte d'un bloc, la Oui. découverte, La c'est découverte, la vérification, c'est la réussite. c'est ça. La validation. C'est La j'ai gagné. validation, Voilà, c'est c'est la. le mot découverte qui me... Voilà, c'est en fait quand on est mineur, on dit j'ai trouvé un bloc, j'ai cassé un bloc, c'est du langage. C'est-à-dire en gros, Côté nostalgique. voilà, il y a un côté, je prends ma, voilà, c'est Sans coup de grison. et du coup là tu as une récompense. Ouais, t'as la récompense. Donc actuellement, c'est 12 bitcoins la récompense. 12,5 bitcoins la récompense. Alors le truc c'est que vu la difficulté Vous en du, découvrez souvent. non jamais. Ben ouais, c'est ça le truc, c'est que c'est devenu tellement dur que Bitcoin à miner c'est impensable. Alors justement, je vais vous montrer. Il y a beaucoup, hein. Le Bitcoin c'est devenu tellement dur à miner que si on veut espérer pouvoir toucher quelque chose de ce travail, ce preuve de travail, parce qu'on fait quand même du travail, tu es tout seul à faire ton sudoku, tu sais que tu n'y arriveras jamais parce que tu as des machines de guerre qui vont te le faire en beaucoup moins de temps que toi, mais tu participes quand même. Donc ce petit travail que tu as fait, il est quand même valorisé, ce qu'on appelle au sein d'une pool. Une pool de minage. La pool de minage, c'est un rassemblement de mineurs. Voilà, la pool de minage, c'est un rassemblement de mineurs qui ramènent toutes leurs machines, la font miner sur une adresse de pool, et du coup, on va regarder, donc la pool te rémunérera à la quantité de travail que tu as amené pour la pool. D'accord? Donc si tu as la chance, ce qui n'arrivera pas, mais tu as la chance d'avoir cassé un bloc chez toi avec ton petit mineur de Bitcoin, mais que tu travailles pour une pool, eh ben, tu vas toucher la petite valeur de travail que tu as donnée à la pool pour casser ce bloc. Et les Chinois, en Islande, au Canada, tous ceux les vrais mineurs, là, qui ont des... Je vais vous montrer 2-3 photos, eux vont toucher la majeure partie de la récompense. Voilà, c'est le principe de pool de minage. Donc, Alors en fait, même ouais. les Chinois, qu'on voit les rendiards, ouais, bah ça vient. ils découvrent pas Si, eux, un bitcoin complet. Là. Si, eux, ils le font, sauf qu'ils sont quand même sur des fermes de minage et donc ils se le répartissent. Mais vu qu'ils amènent 80% de la... Non, peut-être pas, mais allez, 30-40% de la capacité de minage, ils vont toucher 40% de 12 bitcoins, donc ça reste quand même intéressant. Donc la découverte, c'est grâce à leur... Voilà, c'est ça. C'est qu'ils ont une probabilité plus forte que la tienne de le découvrir. Voilà. Donc le matériel de minage, ça a commencé en 2009, hein, le premier bloc miné, et on a commencé par du CPU classique, c'est ce que vous avez tous dans vos ordis, avec un petit portable, on pouvait déjà miner. Donc voilà, là je vous ai mis un Intel Core 2, et puis bah, on avait des bonnes vieilles machines qui chauffaient, alors on commençait à ouvrir les capots. J'y étais pas à ce moment-là, j'ai pas de miné de Bitcoin avec ça. Donc là, un vieil ordi, peut-être celui de Satoshi Nakamoto, en tout cas, celui-là pouvait générer à l'époque plusieurs dizaines, centaines de bitcoins par jour, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde qui était dessus et Bitcoin n'avait aucune valeur. Donc vous avez comme ça des histoires de jeunes early mineurs qui avaient 5000, 10 000 bitcoins dans leur ordi, qui ont fait ça en quelques jours, quelques semaines, sans y porter plus d'intérêt, et puis qui ont oublié, qui ont jeté les disques durs, etc. Bon, voilà, il y a tout un tas d'histoires. Et puis la puissance de calcul, alors je vous ai mis des valeurs ici, c'est peut-être un peu complexe, mais dans l'idée, c'est 50 millions de tentatives de hash par seconde, c'est-à-dire ce qu'on voyait tout à l'heure, l'espèce de diagramme là. C'est-à-dire il va tester une hypothèse, puis une autre, puis une autre, puis une autre, puis une autre. Le nonce, il va en tester comme ça, 50 millions en une seconde. Ça fait beaucoup. Il va faire plein de tentatives de sudoku et il va mettre des chiffres, plop, il regarde, non ça marche pas, plop, il regarde, ça marche pas, il regarde, ça marche pas. D'accord? Il va pas les faire un par un, il va prendre tous les chiffres, il les jette, ça marche, non ça marche pas, hop, ça marche, non ça marche pas. En gros, c'est un peu l'idée. Et ben, on s'est rendu compte que finalement, ces processeurs n'étaient pas forcément hyper performants. Et il y a des développeurs qui ont vu que les cartes graphiques avaient une puissance de hachage qui était beaucoup plus importante. Donc, lorsqu'on a réussi ils ont réussi à développer des systèmes de minage par carte graphique, on a augmenté énormément le quantité de tentatives. Par contre, on a augmenté également la consommation. Alors, c'était encore quasiment du 1 pour 1. Là, on est à 50 pour 60 watts. Là, on est à 300 pour 250. Ça reste intéressant. Donc là, de ces machines, on est sorti du pros, puis on est allé bosser sur des cartes graphiques comme ça. Et là, on voit 1, 2, 3, 4, 3 cartes reliées par ici des Crossfire. Là, derrière, c'est un joueur, ça. C'est un joueur sur PC, ça. C'est un gamer, là. Donc, l'origine, en fait, rapidement, il y a des gars qui jouaient au ordi, Quake, etc.,
enfin, peut-être pas Quake, mais Counter-Strike et autres, et qui se sont dit, ouais, moi j'ai une machine, j'ai investi dans des super cartes, j'ai une image de folie. Et puis en allant sur 2-3 forums, ils se sont dit, ouais, mais regarde, avec tes machines, quand tu joues pas, tu peux miner des petites choses qui s'appellent des bitcoins. Donc il y a eu beaucoup de gamers qui se sont mis justement au minage, ce qui est mon cas, parce que dans ma machine, j'avais 2 cartes, moi. Et je me suis rendu compte que mes 2 cartes, elles pouvaient faire, quand je jouais pas, elles pouvaient faire autre chose. Et effectivement, ça fait autre chose. Et puis après, voilà, alors ça c'est une belle machine de gamer, toute jolie, du côté matériel, matos. C'est la vôtre. Non, non, elle est trop belle, la mienne il y a des fils partout. Et puis ensuite, sont arrivées les fermes de minage. Donc là on est dans les années 2013-2014, donc on a les premiers rigs de minage. En gros on a une alim avec une carte mère et dessus on envoie des cartes graphiques. Donc là le gamer qui avait son bel ordi, lui il est content, il joue, il va en LAN. Lui il bouge plus de sa cave, il a ses écrans. Et il essaie de miner un maximum de bitcoin à ce moment-là d'ailleurs, pour cette image-là. Là on est sur le début du minage un petit peu qui commence à tenir un peu la route. Et puis après, bon là on est toujours avec plein de fils. Et puis après ils sont arrivés ce genre de petites choses. Et là on commence à devenir un peu structuré. Ça c'est un rig de minage dans lequel on a une carte, et vous avez la même juste là, une carte dans laquelle vous avez la possibilité de mettre 6 cartes graphiques. Donc chaque carte graphique va avoir un potentiel de minage plus important qu'un pros. Donc là forcément ce rig il va consommer, on avait dit à peu près 200 watts par carte, 250 watts. Donc là on monte, 1000-1500 watts. Et forcément il va produire beaucoup plus. Et du coup, une fois que ça fonctionne, on développe des serveurs aussi. Et là, vous avez des systèmes qui viennent de Chine, qui sont déjà tout prévus, on met ça dans des chambres, et puis on envoie, alors ça fait des belles machines, quand on est mineur, on aime bien ça. Et puis après, voilà, on est parti au stade industriel, et là on achète des cartes, et puis on les met tout en ligne. Et puis ça, c'est des fermes qui peuvent vous sortir plusieurs centaines de milliers de dollars par jour. Alors, ils ont une facture d'électricité de peut-être 20 000 $ par jour, mais ils sortent 100 000 $ par jour. Donc, on fait le plus, on fait le moins. Il y a un investissement, mais avec l'envolée, ça reste toujours intéressant. Et puis après, sont arrivés, alors ça, c'est parallèlement aux cartes graphiques, les FGPA, ce qu'on appelle les circuits logiques programmables. Alors, ça n'a pas fait une grande affaire, ça. Sauf que, si vous regardez, on est à 400 MHz avec 40 watts. Donc là, on divise par 10 le coût électrique. Sauf que la machine coûte très cher. Donc, et il y en avait en très peu d'exemplaires, donc c'était pas facile de se fournir sur ce genre de machine. Donc là, forcément, des petites fermes sont arrivées également, avec des grosses alimes pour alimenter tout ça. Et puis rapidement, sont apparus les ASIC. Et là, ça a été le début de l'industrialisation, avec ce genre de petite clé qui a la puissance d'une carte graphique pour 2,5 watts. Donc là, c'est super intéressant, j'en ai une là, je pourrais la faire passer si vous voulez. Et du coup, ça a une puissance de calcul due à un circuit intégré qui ne fait qu'une application, c'est-à-dire miner du SHA-256. Donc l'algorithme, un processeur, ça sait résoudre un sudoku, mais ça sait faire plein de trucs. Ça sait faire que résoudre un sudoku. Ça va envoyer des chiffres. Vous lui demandez de faire autre chose, il ne saura pas faire. Il sait faire que ça. D'accord ? Résultat, sont arrivés également des fermes de ce genre de petites choses. Parce que c'était quand même intéressant. Et puis, donc là, voilà, après, il y a eu des systèmes avec des petits ventilateurs au-dessus, parce que ça chauffe, ça consomme quand même. À 2,5 watts. Pardon ? Combien cette clé ? Alors, ça, t'en trouves sur eBay à 50 € à peu près. Voilà. Mais c'est pas un investissement intéressant parce que le minage de ce truc-là, la consommation c'est très faible, mais la puissance de minage c'est très faible aussi. Maintenant c'est 300 mégas et tu vas voir que les machines. Alors oui, je reviens derrière. Là on est à 300 mégas hashrate, 300 mégas hashrate. Donc 300 mégas hashrate. Donc on retient ce chiffre et puis on va voir que derrière donc sont arrivées d'autres machines un petit peu plus puissantes. Alors ça c'est un interface BFG mineur. Bon là on rentre un peu dans le dur, mais on va aller très vite. Chaque petite ligne c'est une clé comme ça, quoi. Alors bon, j'en parle pas plus. Si ça vous intéresse, je pourrais faire une petite démo de minage après. Puis après au niveau du minage, alors là je vous ai mis la Rolls. Ça c'est celle que les mineurs cherchent. La Antminer S9 qui elle mine. Alors là on regarde les zéros qui s'alignent. Avec tout à l'heure on était à 300 millions. Là on est à 13 500 milliards. 13 500 milliards d'H par seconde. Donc
autant vous dire que ça, on la garde parce qu'on est content, mais elle ne sert plus à rien. À côté d'une machine comme ça. Donc à l'intérieur, là, bon, c'était la première, celle-ci, 180 GHz, ça commençait à tenir la route. Voilà, là on est à 2,57 TRH, ça tient bien la route, et celle-ci on est à 13,5 TRH, là c'est ce qui se fait de mieux en ce moment. Voilà. Son prix aussi, c'est combien? Ça, le bon coin, 2500 €. Voilà, avec le prix du Bitcoin qui a baissé actuellement. On est monté à des prix qui touchaient presque les 6000 € quand le Bitcoin était au sommet en mois de décembre. Ah oui. Ils en ressortent là pour un shipping au mois de mars. Tu peux en racheter. Ouais. Ah, mais... Alors après on peut les acheter... Il y en a qui en vendent sur le bon coin, c'est ça? Ouais, c'est quand je dis oui, si toi demain tu vas en acheter un, le bon coin, 2000 €. Voilà. Ça va te chauffer ta baraque. Et puis tu mettras aussi un système parce que ça fait énormément de bruit en fait. Ouais. Le ventilo est affreux. Et ça ne fait que ça, quoi. Ça ne fait que ça. Le jour où ça s'arrête, tu jettes la machine comme tu peux mettre cette... Alors tu vois par exemple une machine comme ça, la S1 qui était la Rolls il y a un petit moment déjà, celle-ci, la valeur de ce truc-là, ça vaut plus rien maintenant. Donc en Chine, les fermes de minage, quand la nouvelle génération arrive, la difficulté augmente. Et résultat, toutes ces machines-là, ils s'en débarrassent. Voilà. Alors l'idéal, ce serait de les recycler quand même. Ça peut miner toutes les blockchains? Non, ça mine que du SHA-256. Donc que ce qui du Bitcoin, Bitcoin Cash, je ne veux pas dire de bêtises, il y en a d'autres. Voilà. Dans chaque crypto a son logarithme. Ouais, alors certaines ont repris celle de Bitcoin, donc Bitcoin Cash par exemple qui est un fork, voilà. Et puis là par exemple Litecoin c'est du script, c'est une autre type d'algorithme, mais bon là je ne vais pas forcément entrer dans les détails. Et puis Ethereum c'est un autre type d'Ager Hashimoto qui lui se mine exclusivement avec les cartes graphiques. Et il est ASIC résistant, ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, c'est ASIC résistant. C'est-à-dire que si tu veux miner du Ethereum, tu es obligé d'avoir ce genre de petite machine comme tu as derrière toi. Il n'y a que les cartes graphiques qui arrivent à miner le Ethereum. Ça, pour l'instant, ça n'arrive pas à miner le Ethereum. Le ASIC n'arrive pas. Apparemment, ils sont en train d'en développer, ça devrait être minable par ASIC. Et donc voilà, ça devient des choses assez étonnantes, voire hallucinantes, qui produisent 200 000 $ par jour en Chine, en Islande, au Canada. Alors, le côté électrique quand même, parce qu'il faut en parler, hein, c'est la plupart du temps, les mineurs se mettent là où l'électricité est pas chère. Et pourquoi l'électricité est pas chère? Alors, en général, c'est parce qu'il y a des surplus d'électricité. Et quand il y a des surplus, ça veut dire que si on n'utilise pas l'énergie, par exemple l'énergie hydraulique, quand ça coule, et si on n'utilise pas l'énergie, elle est perdue. Donc c'est pour ça qu'au Canada, en ce moment, les Chinois sont en train de délocaliser, ils vont au Canada pour miner là-bas. Parce que les coûts énergétiques sont peu chers. Également en Islande, parce qu'en Islande, on a déjà la température qui est faible. Et puis il y a de la géothermie qui produit de l'électricité à bas coût, en continu, encore une fois, et avec un impact carbone qui est moindre. Voilà. Donc les mineurs sont évidemment à la recherche du profit, mais j'espère ont un peu une conscience de ce qu'ils font. Et donc ça c'est devenu un business, et donc la valeur... C'est industriel maintenant. Des crypto-anarchistes, ouais. Satoshi Sakamoto, vous croyez qu'il aurait pensé à ce que ça serait devenu après sa création? Alors, je ne sais pas, déjà, mais je pense que à partir du moment où il a défini son papier blanc par la preuve de travail, par définition, c'est comme ça qu'il valide son système et que le système fonctionne. Donc, l'anarchie est devenue un gros business finalement. Au départ, ouais, c'est devenu du business. Mais maintenant, Bitcoin, c'est du trad énormément aussi, donc il y a beaucoup de business. Après la crise de subprime, ouais, c'est 2008. Ouais, 2008. Bon, c'est devenu un... Oui, je suis d'accord, il y a eu un système un peu... Ouais, je pense pas qu'il avait prévu tout cet emballement et le côté monétaire qui s'est associé, enfin d'enrichissement. D'autres cryptos comme l'Ethereum vont peut-être... Alors aujourd'hui, Ethereum, c'est toujours minable. Par leur technologie. Ouais, je ne sais pas. Cette technique n'est déjà plus... ce qui est sûr, c'est que ce système permet de sécuriser quelque chose qui est ouvert à tous, qui est testable par tous et qui contient aujourd'hui, le pactole c'est 300 milliards de dollars. C'est-à-dire qu'avec
le système qu'il a lancé et qu'il a développé, il y a un système économique qui s'est mis en place de 300 milliards de dollars. Et aujourd'hui, ça fonctionne par ce système-là. Il y a une valeur, il y a un coût énergétique. Alors oui, ça c'est un chiffre intéressant. On estime que le prix d'un bitcoin à produire, c'est à peu près aux alentours de 1500-2000 dollars d'un point de vue électricité et machine. Voilà. Donc s'il y avait une valeur intrinsèque réelle au bitcoin, ce serait peut-être cette valeur-là. Voilà. Après le reste, c'est plus peut-être du spéculatif. Mais en tout cas, un mineur, lui, son coût, c'est à peu près ça. Alors c'est difficile à dire parce que dans des pays c'est très cher, dans des pays c'est un peu moins cher. Voilà. Puis voilà, bon, celle-ci elle est belle aussi. Hein. Là ça produit. Hein. Donc là, toi quand tu es avec ta petite clé, bon bah tu sers pas à grand chose. Hein. Voilà. C'est en Chine là? Ouais, ça c'est en Chine. Ça c'est pas en Chine, ça va être en Islande celle-ci. Et bah voilà, je finis. Ça doit faire un bruit du diable et... Ouais, j'imagine. Ouais. Bah, souvent quand on voit des vidéos, il y a pas mal de vidéos comme ça, les gars ils ont tous les casques. Hein. Ouais.